Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e Si on parlait sport de la saison sur TV 78. Et oui déjà, le temps passe si vite, l'émission ne surtout pas manquer sur vos écrans, également en podcast si vous êtes un passionné de sport local. Pour m'accompagner, les meilleurs chroniqueurs du monde, comme toujours, présentation en musique comme d'habitude. On commence à ma droite, musique, c'est notre gladiateur, notre Russell Crowe yvelinois. Il va bientôt sortir la peau de bête avec les chutes des températures, il est prêt à descendre dans l'arène. Mesdames et messieurs, Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous dans cette émission. Fort de bonheur, salut à tous. C'est déjà fait la peau de bête, vu ce qui est tombé dans les dernières 24 heures, c'est déjà fait. La grotte est à peine chauffée. Donc on est présent. Alors les Yvelines se posent vraiment une question mais essentielle. Dites-moi. Une grande question, est-ce que vous avez été voir Gladiator 2 ? Pas encore, mais évidemment, c'est dans la position number 1 de la to-do list. D'accord, vous jouez pas dedans ? Non. J'ai un petit poste de figurant. Figurant, ok, bon, il faudra l'observer. On vieillit. On passe de l'autre côté à musique. C'est une légende de cette émission. Il connaît tout, surtout il est plus rapide que l'intelligence artificielle sur le sport yvelinois. C'est un plaisir de l'avoir une nouvelle fois dans cette émission. Notre Italien lover, Grégory Canale, est avec nous. C'est Mickaël, salut Pierrot, salut à tous. Comment allez-vous, Grégory ? Écoutez, très bien. Au point de vue du sport italien, on a une légende qui commence à se construire, celle de Yannick Sinner qui est en train de briller sur les cours de tennis. Je parle de tennis parce que ça me permet aussi de faire un petit clin d'œil à Rafa Nadal en tant que fan de sport, voilà, qui clôture sa carrière auréolé de plein de succès, notamment sur la terre battue parisienne de Roland Garros. Donc voilà, un petit clin d'œil pour lui en cette émission si on parlait sport. Et avec Grégory, on a pu voir son dernier match à Roland Garros officiel pendant les Jeux Olympiques. C'était un grand moment. C'était un double avec Alcaraz, grand moment qu'on a pu vivre pour TV78. On était très émus. Un petit mot quand même, juste rapidement. France-Italie, ça a donné quoi en football ? On va dire que ça a rééquilibré. L'Italie a gagné 3-1. Moi je suis que le sport yvelinois, donc je ne sais pas exactement ce que ça a donné. On retient juste le dernier résultat. Voilà, l'Italie a gagné 3 au Parc des Princes, ça s'est rééquilibré. 3 en Italie pour l'équipe de France. La petite frustration, c'est la perte de la première place du groupe pour l'Italie. Mais bon, voilà, on reste bons amis quand même. Ok, on reste bons amis. On termine à ma gauche, musique. Il est de retour après une longue blessure, une longue absence. Et ça fait plaisir de l'avoir ici comme titulaire sur ce plateau. Pendant son absence, il a travaillé très dur sur le sport yvelinois. Le président Philippe Volac est avec nous. Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de revenir. Au bout de 2 mois, ouais. Ça a été long. Mais ça va, je suis sur mes 2 jambes, donc c'est le principal. Je suis équilibré, même si j'y étais un peu avant déséquilibré, mais ça me fait très plaisir de revenir. Vous allez revenir plus fort, peut-être ? Je suis encore plus fort. Ah oui. Encore plus fort. Vous Plus avez fort. potassé du coup le sport yvelinois oui. Et j'ai regardé surtout l'hôpital. les émissions et voilà, surtout je me suis instruit. On fera les feedbacks. Voilà, c'est ça. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Nous allons parler voile et du Vendée Globe 2024. 2 Yvelinois sont encore en course sur l'Everest des mers. Éric Bellion, le Versaillais, et Louis Burton de la Selle-les-Bordes. Ce dernier a d'ailleurs failli abandonner. Nous parlerons également de cyclisme et du départ du Tour de France 2025 depuis la commune de Mantes-la-Ville. Mais avant de parler de ces thèmes, nous allons parler du futur stade du PSG. Une nouvelle piste à l'étude pour le futur stade du PSG. Selon nos confrères de l'équipe, s'il quitte le Parc des Princes, le Paris Saint-Germain pourrait décider de construire un stade de 60 000 places minimum sur la commune de Poissy. En effet, le groupe automobile Stellantis pourrait céder un terrain sur son site de production dans les prochaines années et ce serait une option sérieuse pour les dirigeants parisiens. De plus, la structure serait à proximité du centre d'entraînement du club déjà basé à Poissy. Plusieurs sites sont encore en course et notamment un terrain situé à proximité de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est également à l'étude. Alors la question sur cette thématique, pour ou contre un stade à Poissy ? Oui pour vous Grégory, oui pour vous Philippe, partagez pour vous Pierre. On va vous donner la parole Pierre. C'est toujours à peu près le même sujet de fond quand il s'agit du Paris Saint-Germain, et Dieu sait qu'on en parle régulièrement sur ce plateau. C'est sur l'appartenance du terme Paris Saint-Germain. Il y a déjà plus Saint-Germain, on le sait, avec la réattribution du camp des loges. Il y a l'installation à Poissy déjà pour le centre d'entraînement qui a été inauguré sous la neige hier. Et donc il y a cette culture parisienne du Parc des Princes et ce qui alimente les débats, notamment entre négociations entre le PSG, les dirigeants du PSG, QSI et la mairie de Paris. Donc ce qui me partage en la matière, c'est que le PSG ait un stade à sa main
construit. Alors déjà, c'est dans des délais assez longs, assez lointains. Ils veulent aller vite quand même. Ouais, mais bon, voilà, on parle de 3 ou 4 années, donc c'est pas exactement demain. Et puis c'est déserter le Parc des Princes et l'enceinte et l'écrin parisien. On sait que c'est des querelles de à la fois gros sous et puis juridique pour trancher entre un bail amphithéotique et la propriété pour passer ça en actif vraiment pour le PSG. Donc l'idée est bonne, elle est peut-être meilleure à Poissy, plus efficace, plus pertinente qu'à Montigny-le-Bretonneux par exemple, parce que peut-être plus accessible et puis proche là pour le coup d'une unité de lieu avec le centre d'entraînement. Donc ça c'est plutôt le point positif. Le côté vert et le côté rouge, c'est cette culture du PSG qui s'inscrit depuis tant d'années au Parc des Princes et à Paris. Donc après il y aurait une obligation de transformation de culture et de marque en l'occurrence. Grégory, alors vous êtes plutôt favorable? Plutôt favorable. Alors, ma position de base, c'est de dire quand même que le PSG et le Parc des Princes, c'est indissociable. Je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau. Maintenant, l'actualité des dernières heures me fait pencher pour l'hypothèse yvelinoise, parce que Nasser El Khelaifi, qui était chez nos confrères d'RMC, a dit voilà, il n'y a pas d'autre solution pour que le club puisse continuer à grandir. On va devoir se résoudre à quitter le Parc des Princes. Quand on l'a relancé sur peut-être une possible alternance à la mairie de Paris dans 2 ans avec Anne Hidalgo, peut-être qui pourrait ne plus être élu et avoir une alternance, il a répondu nous on n'a pas le temps, on veut aller très vite. Et effectivement cette hypothèse d'avoir le stade dans 4 ans, pour le coup là ils ont le choix dans la date, les Parisiens, et ils veulent aller très vite sur le dossier pour avoir ce stade de 80 000 places qui est vital, Nasser El Khelaifi l'a dit, pour la survie et pour le développement même du club. Maintenant voilà, fort de ce constat, forcément... Donc là on est d'accord. Normalement, c'est fini. Le Parc des Princes et le PSG, c'est fini. En tout cas, c'est ce qu'a dit Nasser El Khelaifi à l'occasion de l'inauguration la dernière deadline peut-être du campus de Poissy. Je ne sais pas si c'est peut-être le dernier coup de pression, mais en tout cas, il a dit ça hier chez nos confrères d'RMC. Et donc, fort de ce constat, moi, forcément, en tant que journaliste localier dans les Yvelines, je vais pousser les hypothèses yvelinoises plus que l'hypothèse de Poissy. Moi, je suis à fond pour les hypothèses dans les Yvelines qui ont du sens. Alors, on peut débattre de quelle est l'hypothèse la plus crédible. C'est vrai que Poissy, qui est la dernière hypothèse qui est sortie, on est à côté du centre d'entraînement. En termes d'infrastructure, on a l'autoroute A13 à proximité, l'autoroute A14, le RERA. Bientôt, il y a un tramway aussi qui va arriver sur place. C'est la ligne du T12. T13, à chaque fois, je confonds. Et le RERE aussi. T12, c'est dans l'Essonne, mon département d'origine. Voilà, T13, et qui va être prolongé jusqu'à Poissy. Donc, en termes d'infrastructure, on aura beaucoup plus aussi de solutions du côté de Poissy. Donc, voir le PSG, pourquoi pas s'installer durablement dans les Yvelines avec ce campus déjà qui a été inauguré, pour moi c'est qu'une bonne chose et je suis entièrement favorable. Après avoir aussi avec Stellantis, parce Bien que sûr. Normalement c'est une option, mais ce n'est pas encore confirmé. Philippe, voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous? Après, vous qui êtes quand même un habitué du Parc des Princes. Quand même. Ces dernières heures, il y a eu aussi le Paris FC qui s'est lancé aussi avec une conférence de presse qu'il y a eu en début de semaine avec la famille Arnaud. Est-ce qu'ils vont pas récupérer le Parc des Princes? Voilà, c'est ça. C'est peut-être pour ça que aussi déjà la mairie de Paris se dit il y a le Paris FC, là, donc ils peuvent reprendre maintenant. C'est une solution en plus maintenant qu'il y a de l'argent et que c'est quand même un projet qui est quand même très 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 sûr quand même, très fiable quand même, tout ce qu'on entend. Ce serait une solution par rapport à ça. Bon, après, il faut quand même regarder que je lisais un peu il y a comme les politiques sont quand même entre même Carl Olive, ils sont un peu trop parce que c'est aussi industriel. Il faut penser aussi que s'ils le font à Poissy, c'est à la place de Stellantis et il y a encore 2800 ou 3000 salariés encore et les élus poussent aussi pour économiquement aussi par rapport à ça aussi. Ils ont toujours dit qu'ils auraient gardé Stellantis parce que, c'est vrai qu'ils sont passés de 10 000 à 3 000 maintenant. C'est vrai que ça baisse. Oui, normalement ça baisse beaucoup. Partie, d'après ce que j'ai compris, une partie du site. Ça serait peut-être pas forcément ils tout parlent le quand site. des 50 hectares quand même, qui voudraient bien ils avoir les 50 encore, hectares. C'est pas encore très bien construit. Voilà. Donc, mais moi, ce serait bien que ce soit à Montigny ou je pense que c'est les deux.
les deux solutions qui sont les plus fiables. Et puis il faut aller vite parce qu'il l'a dit, il a dit dans 4 ans, moi je veux que ce soit fait parce que si on veut être dans les 10 meilleurs clubs d'Europe, on peut pas rester à 48 000 et il faut au moins entre 60 et même aller jusqu'à 80 000. Grégory. Et juste sur l'interview, pour revenir sur l'interview de Nasser El Khelaifi, il a confirmé qu'il y avait plusieurs pistes sur la table. Il n'a pas précisé quelle piste, mais c'est vrai qu'il y a Poissy, il y a Montigny. Et l'autre piste qui tient la corde, c'est aussi toujours l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc on serait toujours à l'ouest parisien. Donc voilà, Aulnay qui voilà, mais les dernières pistes en tout cas penchent pour une solution à l'ouest de Paris. Et là, on parle économique là depuis tout à l'heure, mais finalement au niveau des supporters, est-ce que les supporters peuvent s'y faire ou pas, avoir leur futur stade, leur future maison à Poissy, Philippe Volac? Ce qu'ils vont avoir peur, c'est que au lieu de dire Paris Saint-Germain, ils vont dire Poissy Saint-Germain et puis ici c'est Poissy. Donc non, mais ça, je pense qu'il y aura toujours ça. Ce sera difficile dans tous les cas. Ce sera difficile au début. Ils l'ont vécu dans d'autres pays. Ils l'ont vécu, hein. Mais ils s'y feront. De toute façon, il n'y a pas de mystère. On peut rien faire. Le parc ne peut pas être agrandi, ne peut pas être. Et puis il faut 80 000 places. Et puis je pense que si ça passe pas, les Qataris, pour moi, ne resteront pas si ça bloque. Hein. Je pense que. Pierre Chevalier, vous êtes d'accord? Oui, d'accord, parce que c'est là un vrai problème de culture, d'identité du club. Poissy Saint-Germain, avec le pas de charge de Nasser pour justement soit mettre la pression, soit démarrer. Ben là, ça donne pas le choix dans la tête aux différents supporters. C'est cette culture de Paris qu'il va falloir maintenir coûte que coûte. Est-ce qu'ils vont s'y faire? In fine, contraint et forcé, oui, bien sûr. Si le stade est flambant neuf, de 70 000, 80 000 places est construit, évidemment, et l'accès est facilité par les transports et les travaux qui sont en cours, qu'a rappelé Greg. Oui, donc oui, ils s'y feront. Après, je pense que d'entrée, il va y avoir une vraie question sur l'identité et la culture du Paris Saint-Germain. On le saura en 2025. Mi-2025, il l'a dit. Hein. Je crois que c'est mi-2025. Normalement, oui. Ils avaient dit quand même fin 2024, la dernière fois. Oui. Donc, mais là, il y a Poissy en plus. Voilà, il faut. Très rapidement, si vous aviez un choix entre Montigny-Bretonneux et Poissy, Grégory, très rapidement. Très rapidement, Montigny. Allez. Moi, je dirais Montigny par rapport à Stellantis et par rapport économiquement. Poissy. Ok, 2-1 du coup pour Montigny-Bretonneux. Alors les dirigeants parisiens donc devraient leur donner leur réponse l'année prochaine. On suivra le dossier évidemment avec attention et curiosité. On va maintenant parler de voile et du Vendée Globe 2024. Je vous avoue que sur ce premier, si on parlait sport depuis le départ des Sables d'Olonne, je pensais qu'on allait justement parler classement et stratégie. Mais il y a déjà eu énormément de rebondissements et notamment pour notre Yvelinois Louis Burton, le skipper originaire de la Selle-les-Bornes, a connu une avarie dans la nuit du samedi 16 au 17 novembre. Il a entendu des cracks. Regardez la vidéo. Il y a eu une survente, j'ai abattu pour décharger le bateau et puis ça n'a pas suffi. Il y a eu un premier crack, puis s'en est suivi 2 autres cracks. J'ai assez rapidement compris que s'était passé quelque chose, c'était pas un crack normal. Et le bateau est bien pété, bien endommagé. C'est posé sérieusement la question de l'abandon. Voilà, mais je veux pas me résoudre à abandonner, c'est pas possible. Il y a trop d'enjeux sur cette course. Je pense que je peux réparer. Votre avis très rapidement aussi sur cette avarie. Vous avez eu peur, Grégory? J'ai eu peur et j'ai eu tendance à me dire que ce bateau était décidément maudit parce qu'il a eu de nombreuses avaries depuis qu'il a changé de bateau. Depuis le dernier Vendée Globe, il a eu 2 avaries sur des transats avec des dématages, donc quand même des grosses avaries. Donc je me suis dit là, une énième avarie sur le Vendée Globe, j'ai pensé tout de suite à la malédiction de ce bateau Bureau Vallée. Oui, une cassée jusqu'à 40 cm par endroit. Il y avait des endroits bosselés, il y avait de l'eau même à l'intérieur. Vous avez eu peur, Philippe Volac, pour lui? Oui, je me suis dit, c'est pas possible, il a la poisse quand même. Mais quand j'ai vu la vidéo de la réparation et tout, j'ai été subjugué par rapport. C'était impressionnant quand même. On voyait qu'il avait envie. Il dit non, je vais pas abandonner. Et quand on voit le classement ce matin, il est 18e sur 39 parce qu'il y a eu un abandon. Et 18e, c'est quand même bien. Il reste quand même 18e, je veux dire. Alors que ça a bombardé pendant 24 heures, ça allait vite et tout pendant 24 heures. Là, c'était un peu plus calme et là, ça va repartir encore. Mais je trouve que c'est bravo. Oui. Pierre Chevalier. C'est ce qui est navrant. Ça rend peut-être encore plus beau l'exploit finalement. Oui, parce
que c'est un sacré marin quand même. On en parle à chaque majeur, on va dire à chaque transat majeur. Mais c'est un sacré marin. Il l'a montré. En plus, il a du caractère et puis il est débrouillard, un MacGyver des mers. Ce qui est là aussi. Il a parlé de Waterworld aussi. Ouais, là aussi, ce qui est gênant. Il a dit qu'il fallait pas voir le film, par contre. Ce qui est gênant, c'est que ce bateau, il pète à n'importe quel moment des courses, quoi. Ça peut être très vite, comme c'est le dernier Jacques Vabre, je crois. Ouais, très vite. Et là, il enchaîne une vidéo où tout allait très bien. C'était magnifique. Il était plein de bourre. Et le lendemain, quasiment après une nuit cauchemardesque, où il nous montre les grosses fêlures qu'il y a dans la coque. Donc après, ça pose aussi des questions sur ces bateaux, nouvelle génération, qui vont de plus en plus vite. C'est Formule 1 des mers. Et qui finalement sont moins costauds. Sont assez fragiles, finalement. Ouais. Bon, il y a quand même justement cette bonne nouvelle, on l'a dit, notre Yvelinois Louis Burton est un homme très courageux, on a pu le voir, il ne renonce pas souvent, il a décidé de réparer lui-même son bateau en pleine mer, on regarde la vidéo. On a retrouvé une intégrité structurelle, ça craque plus, les fissures sont comblées. Ça a l'air rigide quand on marche sur le pont. Je vous montre à l'intérieur. Voilà la zone où on retrouve les stratifications en miroir à l'intérieur. Et les deux lattes découpées et collées, boulonnées en miroir sur le bordé de la coque. Il est quand même très fort, ce Louis Burton, Grégory. Il est très fort et on dit c'est des Vendée Globe de plus en plus encadrés avec une technologie qui les accompagne. Mais moi, je suis quand même forcé de dire qu'on a face à nous encore des aventuriers, les derniers aventuriers, même s'ils sont aidés par la technologie. Là, Louis Burton, pour réparer son bateau, il allait appliquer des couches en carbone, aller découper des tiges qui étaient sur le pont supérieur de son bateau pour aller fortifier, on va dire, les fissures de la coque. Et en l'espace de moins de 48 heures, ça s'est passé même un tout petit peu plus de 24 heures, il a réparé le bateau, pas beaucoup d'heures de sommeil pour lui. Et en étant toujours en course. Et en étant toujours en course. En allant quand même assez vite. On a commencé à en parler, Philippe l'a dit, il a fait depuis, il est quand même descendu jusqu'à la 27e place sur 39, il y a eu un abandon, et il est remonté à la 18e place dans un moment charnière, puisque les skippers sont en train de passer le fameux poteau noir, voilà, ce passage de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, et donc il a réussi un sacré coup de force, et moi ça me met quand même ça vous donne envie de faire du bricolage peut-être? Alors, je sais pas. pourquoi pas ce week-end, je vais m'y mettre, mais ça me donne envie d'espérer pour lui. On se souvient qu'il y avait eu un faux départ, alors c'était pas à cause d'une avarie, mais à cause d'une erreur, il avait franchi la ligne de départ trop vite sur le dernier Vendée Globe, et il avait perdu du temps avant de le rattraper. J'ai envie de croire qu'il va nous faire une remontée fantastique, et que c'est encore très long. C'est encore très long. On est vraiment qu'au début. Un quart de Finalement, c'est peut-être bien que ça lui soit arrivé tout au début de cette course. Il y a des passages difficiles qui arrivent. Ouais. Alors, deux salles, quand même, deux ambiances. Notre autre Yvelinois, Éric Bellion, est quant à lui satisfait de son aventure. Il est pour l'instant 22e au dernier pointage. On regarde la vidéo qu'il a enregistrée dans la semaine. Ah, c'est beau. C'est beau le Vendée Globe, hein. C'est trop bien. Regardez-moi ça un peu. J'ai l'impression qu'hier on était à Madère et puis aujourd'hui on arrive aux Canaries. Ça va vite. Tout va bien à bord de Stena Swan Altavia. Philippe Volac, super ambiance à bord de Stena Swan. C'est incroyable parce que quand même, quand on voit ça, ils vont à une vitesse pas possible. Ils se permettent de tout seul en mer, tout ce qu'il attend encore, tout ce qu'il a passé, tout ça. Je dis. Après, il n'a pas les mêmes objectifs aussi que Louis Burton. Louis Burton, lui, il vise quasiment la victoire, alors que lui vise un top 10, top 15 et terminer la course. Il n'a pas le même bateau en plus. Effectivement. Non, mais c'est... Très rapidement, ils peuvent être satisfaits de leur course pour l'instant, nos deux Yvelinois. Avec la dose d'imprévu, notamment pour Louis Burton, oui, complètement. Pourvu que ça dure. Philippe Volac, vous êtes d'accord? Oui, complètement d'accord. Tout va bien pour... Oui, franchement, ça fait plaisir à voir ces images. Là, pardon de l'expression, il kiffe totalement Éric Bellion, et c'est bien pour lui. Son deuxième Vendée Globe, il a raison d'en profiter. Oui, il veut le terminer en tout cas. Alors, pour continuer à suivre les aventures des Yvelinois sur ce Vendée Globe 2024, n'hésitez pas à suivre notre journal tous les soirs à 18h et à nous suivre également sur les réseaux sociaux, on en parle régulièrement. Alors on va maintenant parler rapidement de cyclisme. Le Tour de France sera de retour l'année prochaine dans les Yvelines et c'est la commune de Mantes-la-Ville qui va accueillir le départ de la dernière étape à destination des Champs-Élysées à Paris. On écoute les réactions des habitants. C'est quelque chose de bien, ça va peut-être permettre d'apporter un peu plus de visibilité à la ville, un peu plus d'engouement, dans une ville, je dirais pas morte, mais qui peine quand même à mettre en place un certain nombre d'activités qui attirent. Donc je pense que peut-être ça pourra susciter de l'engouement.
Le départ sera donné le dimanche 27 juillet prochain. Un podium sera installé dans le parc du domaine de la Vallée. Les spectateurs pourront également encourager les coureurs le long du parcours. Le départ fictif sera donné route de Houdan. Alors pour retrouver trace du passage du Tour de France à Mantes-la-Ville, il fallait remonter à la 5e étape de l'édition 2004. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Positif pour les habitants, pour le département, Grégory? Forcément pour le département, c'est une tradition yvelinoise qui se perpétue. C'est quand même la 8e fois depuis 2012 que le Tour de France, la dernière étape va partir des Yvelines. C'est la 18e fois depuis la première édition en 1903. Donc la tradition yvelinoise se perpétue avec une découverte à chaque fois, une mise en lumière des différents territoires, que ce soit urbains ou plus ruraux des Yvelines. Donc forcément, moi, entièrement satisfait et c'est une bonne chose pour les Yvelines. Pierre Chevalier? Pas mieux que ce que dit Greg avec le départ des majeurs qui se passe dans les Yvelines. Cette longue tradition sur cette terre de vélo. Et donc pour Mantes-la-Ville, comme pour toutes les autres villes, assez récemment, c'est un pain béni. Ville de taille moyenne, 21 000 habitants. Ouais, et puis quand on parle du Paris-Nice, c'est des villes et des villages encore plus petits. Donc là, toutes les forces et toutes les points d'attractivité des Yvelines sont mis en avant sur ces grandes classiques. Philippe Black? C'est une tradition, comme vous le disiez. Et puis, il y a eu Paris-Nice en 2022 aussi. 15e année consécutive cette année pour le Paris-Nice. Ouais, en plus. Donc, puis, c'est un clin d'œil aussi au club, parce qu'il y a un club, le CA Mantes-la-Ville. C'était la première formation féminine dans les années 1990. Et c'est un clin d'œil aussi par rapport à la ville. Je trouve que c'est très bien de modifier aussi les villes de départ, puisque il y a eu Mantes-la-Jolie, il y a eu, il y a 21 ans qu'on disait tout à l'heure qu'ils étaient passés, mais je trouve que non, c'est très bien et j'aime bien. C'est positif pour Mantes-la-Ville et les Yvelines. Alors la convention entre les Yvelines et la SO a été renouvelée jusqu'en 2029. Il y aura donc d'autres départs depuis les Yvelines. Alors on va terminer par l'envolée de Grégory comme un bon dessert. On le garde pour la fin. Alors de quoi allez-vous nous parler, Grégory? Du Football Club de Versailles qui s'est qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France. Une victoire 3-1 au Canet en Roussillon qui évolue en N3, soit 2 divisions en dessous des Yvelinois. Mais le succès n'a pas été si simple pour les joueurs de la Cité Royale. Ils étaient menés 1-0 jusqu'à la 65e minute de jeu avant d'inverser la vapeur. Au 8e tour, les Versaillais se déplaceront en Haute-Garonne pour y défier l'Union Saint-Jean. Vous allez le voir, c'est un club de Régional 1, donc 3 divisions plus bas. Ce sera le 30 novembre. Alors oui, la Coupe de France est faite de surprises, de petits poussets qui terrassent des grands. Mais ce match à l'extérieur aussi coche toutes les cases du Bourbier. J'en perds même ma voix, vous le voyez. Je vais la reprendre un petit peu. C'est pour ça. Plateau et en dehors. Donc c'est vrai que ce match à l'extérieur cause toutes les cases du Bourbier, mais voir les Versaillais si haut dans la compétition aux portes des 32e de finale qui verront en plus l'entrée des clubs de Ligue 1 rappelle forcément de magnifiques souvenirs, cette saison 2021-2022 où le FCV s'était hissé jusqu'en demi-finale. Un superbe parcours conclu par une défaite face à l'OGC Nice dans le dernier carré. Avec vous, Mickaël, vous en souvenez forcément, on avait embarqué à bord du bus. On partage des choses, Grégory. Des supporters, on en partage des choses. Direction Périgueux pour assister au quart de finale contre Bergerac. On avait vécu une journée inoubliable aux côtés des supporters. Cette belle histoire versaillaise avait été rendue possible grâce aussi à un tirage, il faut le dire, plutôt favorable, plutôt abordable, où Versailles s'était frotté à un seul gros, Toulouse, qui évoluait alors en Ligue 2. Mais souvenez-vous, l'épopée en Coupe de France s'était aussi déroulée dans une saison parfaite pour les Yvelinois qui avaient également remporté leur poule de National 2 et obtenu la montée en National. La Coupe de France avait été une très bonne expérience pour forger le caractère des joueurs et souder le groupe. Et s'il en était de même pour cette saison, cette année, qu'on soit bien clair, je ne vois pas tout de suite le club du FC Versailles monter en Ligue 2, mais je me dis que la Coupe peut peut-être lancer définitivement la saison du club yvelinois. Il n'a pas perdu sur les 4 derniers matchs, si on inclut bien sûr cette rencontre de Coupe de France, et peut-être que l'arrivée du nouveau coach Jordan Gonzalez va insuffler une dynamique positive qui manque tant au FC Versailles depuis quelques mois. La Coupe de France comme remède aux maux versaillais, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie d'y croire. Bravo Grégory pour cette magnifique envolée. Comme d'habitude, on termine en beauté. Philippe, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette envolée?
Oh, Est-ce que c'est un magnifique. catalyseur pour le FC Versailles Ah cette oui, Coupe de ah France oui, ah bah là, il faut retourner en bus. Je veux dire, il faut repartir en bus, peut-être pas à Saint-Jean, parce que Ah ça bah nous, on est devrait. prêts, on a je- l'habitude maintenant. en Je plus. pense que ça devrait être. Bon, on espère. Je du bois, j'espère que ça va passer, mais normalement, ça devrait passer. Et ça, parce que l'année dernière, c'était une très vive déception, être battu par Fleury, Mérogis au tir au but, au 6e tour en plus. Et ils avaient joué sur leur stade en plus, qu'ils avaient joué. Ils étaient à un moment où ils étaient retournés là-bas jouer. Et je trouve que c'est bien. Ils ont une. Et puis après, ce serait bien de. Allez, même si on tape pas une équipe de l'Ain tout de suite, mais au moins encore passer 1 ou 2 tours, ce serait pas mal. Et je trouve que cette année, même si on a encore rechangé d'entraîneur, mais je trouve qu'il y a un peu plus de stabilité cette année dans le club. Et ça c'est bien, si c'est pas cette année la montée, parce qu'il y a quand même des morceaux aussi devant, mais c'est bien. Pierre Chevalier. Beau C'est projet. ça, je pense que c'est la continuité au service de la stabilité. Ce qu'on peut leur souhaiter, c'est que sur le souvenir de l'épopée qu'a rappelé Greg, c'est construire enfin avec un entraîneur qui puisse durer. Je prends pas trop de risques, mais bon. Un jeune entraîneur, d'ailleurs. Souhaitons qu'il dure plus 34 que, ans, je crois, si je me trompe pas. tous les précédents, et que cet esprit vainqueur ou de cette épopée de 2021 en Coupe de France puisse les inspirer, et que ça leur apporte la stabilité qu'ils recherchent, parce que il y a énormément de boulot qui est fait de fond par les dirigeants du FCV pour inscrire le club dans la durée, d'un point de vue marketing, d'un point de vue esprit, d'un point de vue recrutement aussi, d'un point de vue formation. Donc voilà, que tout ça se mette correctement en place et les emmène le plus loin possible. Et on leur souhaite d'aller justement le plus loin possible. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de la légende du tennis, Rafael Nadal, qui va arrêter du coup sa carrière. On gagne plus avec le cœur, avec la volonté qu'avec autre chose. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Adios et à bientôt sur TV78.